Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et les mettre sur silencieux. Merci également de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro. Thank you to turn off your mobile phones, put them in silent mode. Thank you also to raise your hands so that we can pass you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Anybody? N'ayez pas peur. Voilà, monsieur ici. Bonjour. Alors je tiens à vous féliciter pour votre film, tout d'abord. Je pense qu'il a été apprécié de beaucoup de personnes, donc je pense que ça va vous faire plaisir. Et en même temps, j'aimerais vous poser donc une question qui est par rapport justement à cette histoire. Est-ce que c'est le genre d'histoire que vous connaissez aux États-Unis? Et puis on sent qu'il y a un regard de bienveillance justement sur les actes de délinquance et sur la récidive. Alors moi j'aimerais savoir si c'est ça qui a guidé votre idée de départ. First of all, this gentleman wishes to congratulate you on the movie. I mean, he feels like the movie was pretty well received by the audience, so well, good luck for the competition, and once again, congratulations. And the question is about the story. Do you know yourself this kind of situation? Did you experience it? Do you know people who experienced it? And what did you use as an inspiration? People you know, your own story, whatever, maybe you can talk about. Yeah, I did grow up with kids a lot like this, and I had one friend in particular who was a little bit dangerous and a little bit just wild, and he started running drugs between Nashville and Tennessee and Dallas, Texas, and he got pulled over like he does in the movie, and the cop came to the window and he shot himself. So that was in 2001 or so, and so yeah, I've wanted to make a movie involving that since then, so 14 years. En fait, le réalisateur nous explique qu'il a grandi entouré d'adolescents un peu comme ceux que l'on voit dans le film. Et en fait, il avait particulièrement un ami à lui qui était quelqu'un, c'était un adolescent comme lui à l'époque, hein, mais il était un peu dangereux, il était un peu violent, un peu sauvage. Et il se doutait que ça n'allait pas se terminer très bien, et d'ailleurs ça ne s'est pas terminé très bien. Le jeune homme en question avait pris pour habitude de transporter de la drogue entre Nashville au Tennessee et Dallas au Texas. Et un jour, lors d'un de ces transports de drogue, il a été arrêté comme on le fait aux États-Unis. La police l'a arrêté, l'a mis sur le côté. Et au moment où le policier est venu frapper à la vitre de sa portière, il s'est suicidé. Donc c'était en 2001. Et c'est vrai que ça l'a marqué et que donc depuis 14-15 ans, il avait envie de raconter ce genre d'histoire dans ce genre d'environnement avec ce genre de personnes. Une autre question? Attendez. Bonjour, tout d'abord merci, puis surtout je tiens à préciser que j'ai apprécié la manière dont ça a été tourné, surtout en 18 jours. Mes questions, la première question, c'est sur les témoignages que vous avez fait faire. Ce sont des acteurs ou ce sont des personnes réelles? Ensuite, j'ai une autre question sur sur l'intrigue qui a été faite. J'ai pas compris en fait. Enfin, il y a un truc qui m'a échappé. Et le deal, sur le deal qui a été fait. Et si vous pouviez apporter une précision éventuellement. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans mon cas, mais moi il y a quelque chose que j'ai pas saisi sur la façon dont il s'est fait piéger en fait. Well, two questions goes for you. First of all, this gentleman wishes to thank you for your movie, and especially the way you explained before the screening that it was shot in 18 days only. Well, that was quite amazing, so thank you and congratulations on that. And actually, there's two questions. First one goes to the testimonies we see in the movie. Are they actors, or are they real people who you just shot and put documentary style? So that was the first question. The second one is about the plot. This gentleman says that actually he's not sure he understood everything the way it is. About the way the guy gets trapped, maybe he missed something. Maybe you could give a little bit some kind of explanations. Sure.
Yeah, the people, the interviews are real people. They, while we were in Mississippi, I just ran across people that seemed like they fit into the world, and we decided to shoot the interviews, and they seemed appropriate, and I always dreamed of them being in the movie, and we tried it without them and with them, and I really love them, and so they're there, and they're just meant to remark on the world so that you kind of can grasp the world a little bit more. He is being set up by Larry. He has a history with Larry. He pulled a shotgun on him and shot at Larry. So when he gets out of jail, they obviously have bad blood between them, and Larry is setting him up on this drug run. And so that when he gets there, he's going to kill him. T-Rex is going to kill him, but when he tells his story, they decide to let him go, just based on the heartfeltness, I guess, of his story, as well as the fact that he knows one of their friends, Jorge, from the beginning. And then the cop pulling him over is just a random occurrence, if that's the confusion. The cop, right? Yeah, it's just random that he gets pulled over by the cop. Alors pour répondre à votre première question, tous les témoignages donc, que l'on voit dans le film, oui, ce sont de vrais témoignages de vraies personnes, pas des comédiens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont tourné le film au Mississippi et au départ, il a tourné tous ces témoignages de ces personnes qui avaient toujours un problème pour sentir qu'ils ont une place dans ce monde toujours un peu décalé. Et puis, il avait tous ces témoignages. Et au départ, c'était pas prévu dès le départ qu'il allait mettre les témoignages dans le film. Mais lorsqu'il a fait le premier montage du film, il n'y avait pas les témoignages. Bon. Et puis il a fait un deuxième montage avec témoignages à l'intérieur et il s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux avec les témoignages. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont présents dans le film, encore une fois, pas des acteurs mais de vraies personnes. Et par rapport à votre deuxième question, donc l'intrigue peut-être un peu étrange, donc le réalisateur nous explique qu'en fait il est piégé par Larry. Mais ils ont une histoire qui remonte à bien avant le début du film, quelque part. Il y a quelque chose déjà qui s'est passé entre eux. Bon, il a sorti un revolver, etc. Il a fait de la prison. Et donc effectivement, lorsqu'il est sorti de prison, eh bien, quelque part, évidemment, il y avait encore beaucoup d'assentiment entre les deux et beaucoup de tensions. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y va vraiment pour le tuer, mais quand il raconte son histoire, finalement, il décide de le laisser partir. Donc il y a vraiment une histoire assez longue et assez compliquée, mais c'est Larry qui le piège clairement. Et le flic qu'on voit dans le film, ça par contre, c'est vraiment c'est du pur hasard. Ça n'a rien à voir. Donc peut-être que la confusion vient de là, peut-être. Non, en fait, j'aurais dû préciser, c'était juste sur un détail, c'était l'histoire de l'argent. C'était juste sur l'histoire de l'argent, les $45, alors qu'il parlait de $45 000 à un moment donné. Et ensuite, il les laisse repartir avec toute l'herbe sans donner d'argent. Enfin, c'est le deal en lui-même dans l'intrigue qui... C'est juste ce détail, ce point de détail en fait. I was just talking about the detail, which is actually about the money. You know, the $45, and there is a moment the guy leaves with dope, but there is no money still, no money involved. So we were kind of wondering about the deal exactly. But, you know. So when he leaves, basically the drug deal that Kermit thought he was making does occur. They allow it to only be the drug deal rather than to kill him. So he does take his cut off the table, the $5,000, and the marijuana. So he takes his cut, the $5,000, and the marijuana, and they take the rest of the money, the $45,000. And so he leaves with his cut of the money, and just like what he expected to happen, if that makes sense. Non, en fait, c'est vrai que tout simplement dans le film, donc le deal. Il subvient, il intervient à ce moment-là, c'est-à-dire que lui prend les $5 000, donc ça part, et l'herbe, donc il prend les $5 000, tandis que les 45 000 donc, partent de l'autre côté. Le deal a vraiment lieu, si c'était ça la confusion. Je propose, oui, voilà. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, madame, ici. I'm actually from Tennessee too, and I was wondering, is your portrayal of the South in any way political? I mean, because in America, everybody thinks of the Southerners as being, you know, racist, homophobe,
and such. So were you trying to show them in a different light, or just, a story from the heart? Yeah. I think that I was just trying to. Oh, do you want to ask a question? Yeah. I think I was just trying to be like accurate, but a story from the heart for sure. And that's why the interviews I think are important. I wasn't trying to comment one way or the other, just to be very like observational and hopefully realistic. A lot of those people are from that world. A lot of the actors are from that world. Faith, who plays the mom, I don't know if you're familiar with her, but Chris's mom, she's from very nearby. And Chris, kind of the son, Kermit, grew up in a trailer park. So they all very much got along with the people, the locals, and I think that they portrayed them kind of as they are. La question portait sur la manière dont Hank a rendu à l'écran tous ces personnages, donc des personnages, Mademoiselle vient du Tennessee également, et c'est vrai qu'on entend souvent des choses comme les gens qui habitent là-bas sont racistes, sont homophobes, etc. Et au contraire, la manière dont Hank les a représentés est beaucoup plus réaliste, et on a presque l'impression que c'est vraiment... c'est un film qui a été fait beaucoup avec le cœur également. Il porte un regard qui reste quand même assez chaleureux. Et donc, quelle a été l'intention de Hank Bedford par rapport à la manière dont il a représenté ces personnes? Et il nous dit qu'il a essayé évidemment de rendre les décors, les personnes, les situations de la manière la plus précise et la plus réaliste possible. Il a essayé, en tout cas, il s'est empêché de commenter ce qu'il voyait, et au contraire, il avait vraiment un regard d'observateur. C'était vraiment un observateur le plus neutre qui soit. Mais de la même manière, c'est vrai que ce réalisme est aussi venu du fait pas seulement de son fait à lui, mais du fait également des comédiens, des acteurs qui, pour la plupart, viennent de cet endroit-là, de ces situations-là, de cet environnement-là. Par exemple, Faith, qui joue la mère, eh bien, c'était vraiment une comédienne du coin, elle était du coin. Ou celui qui joue le fils, par exemple, il a grandi dans un trailer park, c'est-à-dire un endroit où il y a toutes ces caravanes, parce que j'arrive pas à trouver un meilleur terme, mais donc c'est liaison sur roulette, mobil-home, merci monsieur Charles. Donc c'est mobil-home. Et effectivement, c'est pour toutes ces raisons que le film a ce côté extrêmement réaliste que je voulais avoir dès le départ. Une autre question dans la salle. Il y a beaucoup de monde, mais peu de questions. Monsieur, derrière toi. Bonjour. Donc, lors de la présentation du film, vous avez évoqué des influences françaises. Donc, j'aurais voulu savoir quels films vous ont inspiré, quels cinéastes, et si vous aimeriez travailler avec des acteurs français. Before the screening, you actually said on stage that you loved French cinema, and maybe that was a source of inspiration. And if so, what kind of movies or directors would you consider explaining as source of inspiration for you, for your work, and maybe some French actors that you would maybe like to work with in the future? Oh, interesting. I do. I love Dreamlight. In regards to this movie, as inspiration. Dream Life of Angels, certainly, I love that movie, and Hate, I love that movie, and I think it's really, really beautiful and like stylistically similar. I mean, actors, I love Melville, so Belmondo and Alain Delon, I think, are phenomenal, and a lot of Melville's movies, like these hero type characters, I think are in the movie a little bit. Léa Seydoux is amazing. I would love to work with her. What a surprise. I'm trying to think. Breathless is like an inspiration for sure for this movie. It's like the way it's cut, I think, and shot. My movie's handheld, and that movie has a lot of jump cuts, and when we kind of did not pay attention to the line and cut around it a lot, which that movie does a lot, and all of the same French movies that everybody loves. The Prophet I thought was amazing, and I used a lot. I watched that movie a lot, particularly for
the scene when he gets snatched into the, when T-Rex snatches him in A Prophet, there's a very similar thing where he kind of looks away from the camera for a second and they just snatch him in. And I thought that movie was really, really beautiful and just a masterpiece. So I don't know if that's enough, but I guess. Anyway, you saw that coming. Yeah. Pour ce film en particulier, encore une fois, comme il a dit avant la projection tout à l'heure, c'est vrai qu'il a vraiment été influencé par le cinéma français, qu'il aime, qu'il apprécie. Mais pour revenir à cette question, pour ce film en particulier, il y a pas mal de films français qui lui viennent en tête spontanément lorsqu'il songe aux influences qui ont pu être les siennes, notamment La vie rêvée des anges d'Éric Zanka ou La haine de Mathieu Kassovitz. C'est le genre de film qui a pu vraiment influencer particulièrement La haine dans son travail graphique, son aspect visuel très fort. Et au niveau du style, il pense qu'il y a certaines similitudes qui sont évidentes. Et également, bien sûr, le travail d'un réalisateur comme Jean-Pierre Melville, notamment la manière qu'avait Melville de filmer ses comédiens, de les mettre en valeur, des comédiens comme bien sûr Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo. Bien sûr, bon, il aime Léa Seydoux, comme tout le monde, mais lorsqu'on repense encore au film, il cite également le film À bout de souffle de Godard, le montage notamment d'À bout de souffle, la manière dont c'est filmé qui était très novatrice à l'époque, et de la même manière son film à lui a été filmé avec des caméras portées à la main, portées à l'épaule, enfin portées à la main maintenant, et donc il y a sans doute encore une fois une référence, une similitude sur le style visuel et sur le style évidemment de narration qui est assez évident. Et une dernière référence qu'il cite, c'est le film de Jacques Audiard, Un prophète, notamment certaines séquences avec le deal de drogue, etc. Enfin, vraiment, encore une fois, il trouve ce film magnifique et ça a sans doute été une influence dans la réalisation de ce premier film. Une autre question, monsieur? Non, ensuite, monsieur. Alors j'avais aussi une question sur la musique qui est en contrepoint aussi de ce qui se passe et en même temps qui nous permet d'être en introspection justement avec les personnages. Et j'avais aussi une question, donc j'aimerais savoir comment vous l'avez travaillé, qu'est-ce que vous avez donné comme indication aux compositeurs. Et ensuite, c'était travail de famille, puisque j'ai vu qu'il y avait deux de vos parents producteurs aussi. Donc j'aimerais savoir quelles sont justement vos origines cinématographiques. Two questions. Okay. First one is about music. The music actually serves the narration very well. So this gentleman says he wishes to know how did you work on that and what kind of indications did you give to the composer of the music? That was the first question. Second question is actually two of your parents are also producers. Oh, yeah. So it's a family business. Maybe you can talk about that. How does it work? Well, the music, I was, my direction really for all of the departments was to push the boundaries, I guess, photography-wise, but as well as with West, who's the composer, for what will work in this movie and what will work as composition generally. So we talked a lot about, there's some distortion in it that is intentional, which is kind of meant to be the rattling of the speakers from the bass on speakers, and so yeah, we played around with a lot of that stuff, and also he's just phenomenally talented, and probably the best thing to do is just let him do whatever he wants. But we also, he recorded a lot of that stuff outside, so there's birds on the recording and there's crows in the background, and he often would record on broken or distorted instruments, which I thought was really beautiful, and he just interpreted exactly kind of what I was hoping for. And then, actually my parents and these guys on the front row, Jesse and Corey, were producers on the movie and helped out really, more than financially. They did invest in the movie, but they also were always there for notes and for questions and for guidance. And so, it was tremendously helpful, and we wouldn't have been able to make it without it. It's a really small movie, it's a $600,000 movie that we shot in 18 days, and you need a lot of good support. So.
Tout d'abord, par rapport à la question sur la musique, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ma direction, enfin en tout cas ce que j'ai expliqué à mes collaborateurs, que ce soit le directeur de la photo ou le musicien, le compositeur de la musique, West Thorson, ce que j'expliquais, c'est que je voulais simplement qu'ils aillent au-delà d'eux-mêmes, qu'ils essayent vraiment de me donner tout le meilleur qu'ils avaient en eux, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait, ils ont repoussé leurs propres limites. Et en ce qui concerne plus particulièrement donc le musicien, eh bien, tout d'abord, il y a beaucoup de distorsion du son dans la bande originale, en jouant en fait, en remontant au maximum, en rapprochant les instruments de musique des enceintes pour avoir vraiment cet effet de distorsion. C'était quelque chose qui m'intéressait, mais quelque part, j'ai pas donné tant de direction de ça au compositeur parce que je le considère, nous dit-il personnellement, comme étant quelqu'un d'extrêmement talentueux, et je pense que quand on travaille avec des gens extrêmement talentueux, il faut simplement leur dire bah, vas-y, voilà, fais ce que tu as envie de faire, et je suis sûr que ce sera très bien. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, dans la bande originale du film, on entend bien souvent des bruits d'oiseaux, des bruits de nature, parce que ce compositeur, eh bien, enregistrait les morceaux qu'on entend dans le film, il les enregistrait dans la forêt directement. Donc on entend en arrière-plan des bruits d'oiseaux, des bruits de corbeaux qui croassent, et des choses comme ça qui sont venues nourrir l'ambiance qui est apportée de par la musique. Et puis il utilisait aussi beaucoup d'instruments qui étaient un peu cassés, des instruments un peu tordus. Donc tout ça a contribué à façonner l'atmosphère générale qui se dégage du film. Et pour revenir sur mes parents, donc, nous dit-il, eh bien mes parents qui sont donc au premier rang, accompagnés de mes amis et qui sont là, ce sont eux qui m'ont aidé. Et quand je dis aider, ce sont évidemment les coproducteurs du film, mais pas seulement, parce que c'est un petit film, alors on ne se rend pas forcément compte de l'échelle d'un film, mais c'est un film qui a coûté 600 000 $, ce qui pour faire un film est peu, qui a été fait en 18 jours, ce qui pour faire un film est très peu. Et évidemment, quand on a un budget serré, quand on a un timing serré, il faut vraiment compter sur l'aide de chacun, et vraiment, nous dit Hank, j'ai pu compter sur l'aide de ces personnes qui sont au premier rang parce qu'elles ont été là pour m'aider, pour répondre aux différentes questions qu'on pouvait se poser, pour me guider. Donc encore une fois, c'était vraiment une entreprise familiale qui a bien fonctionné grâce à ces personnes, entre autres. Je vais prendre une dernière question, monsieur ici, au premier rang du deuxième morceau de la partie gauche. Non, je précise aussi. C'est pas évident. Bonjour, tout d'abord, merci pour ce bon moment, ce film. Une petite question, parce qu'on parlait de musique. Je voulais savoir pourquoi avoir choisi ce titre, Dixieland, qui, d'après ce que j'ai compris, considère un mouvement musical de jazz. Et je voulais savoir pourquoi avoir choisi ce titre. Le Dixie. Dixie. Oui, c'est ça. This gentleman wishes to ask you the question about the title of the movie because actually Dixieland Dixie is a music, some kind of jazz music, like roots music. Why did you choose that specifically for the movie? You know, I went through a million titles. It's generally like a term kind of endearment for the South. And also, there's a song that Elvis sings, which he refers to Dixieland a lot. And also, Riley is, at the time I was talking a lot to Riley, who plays Rachel, and her grandfather is Elvis, and her mother's Lisa Marie. So, I don't know, we just liked it as a general, in the same way that the interviews kind of express the world, I thought that it was a good description of the world. Maybe you can sing. What is it? It's called American Trilogy. Not much of it yet. En fait, c'est vrai qu'au départ, nous dit le réalisateur, l'équipe du film est passée par énormément de titres, plus d'1 million de titres disponibles, pour pouvoir décrire le film de la meilleure manière possible. Vous pouvez imaginer que vous avez fait le film ou non, que c'est pas une chose très évidente à faire que de donner un titre à son film. Et donc il s'est vraiment posé beaucoup de questions, et il a trouvé ce terme, Dixieland, qui, selon lui, porte en lui beaucoup de connotations qui se rapportent au sud des États-Unis. Et le mot Dixieland, donc effectivement Dixie, ça n'a pas un rapport direct avec la musique Dixie, mais c'est un mot qui est utilisé notamment par Elvis Presley, dans une de ses chansons bien connues, American Trilogy, pardon. Et
encore une fois, ce terme avait tellement de connotations sous-entendues qui servaient le discours du film, de la même manière d'ailleurs que lorsqu'il me l'a expliqué, quand il a répondu à la première question, toutes les interviews, les entretiens qu'il a passés avec donc, ces vraies personnes du Sud nourrissaient également l'atmosphère du film. De la même manière, Dixieland, pour lui, est vraiment un terme qui... j'essaie de trouver la traduction de embody, mais je ne trouve pas. Donc bref, qui... Comment ? Merci. Qui incarne à perfection les valeurs du Sud américain tel qu'il a voulu les rendre à l'écran dans ce film. Voilà, merci à tous, cette conférence de presse est terminée.